Good afternoon, good morning. Bonjour à tous, ou bonjour ou bonsoir, où que vous soyez aujourd'hui dans le monde. Je vous remercie de participer à cette conférence internationale de l'Institut Schiller pour mettre en place une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour l'ensemble des nations. Tel est l'objectif de cette conférence. On va commencer par les remarques de l'économiste et homme politique américain Lyndon LaRouche, puisque sa capacité unique à parler à tous à travers le monde a permis à ses idées d'unir et de nous rassembler aujourd'hui. C'était un discours en 2003 à New York, qui était consacré à l'éducation universelle dans un forum pour le Pakistan. Donc, si on prend le monde aujourd'hui, on a deux choses. Un, c'est une vision d'horreur qui répand la guerre, la menace de guerre et la terreur. De l'autre côté, en Asie en particulier, et dans l'Asie de manière générale, il y a une nouvelle donne, de nouvelles coopérations entre les nations, des étapes vers la coopération, vers l'Inde, la Chine, toute l'Asie du Sud-Est, l'Iran, les nations d'Afrique centrale, ces nations qui vont vers l'Europe. Donc on est à la croisée de chemin et on est au cœur d'une crise financière internationale où le système financier est au bord de l'effondrement généralisé, mais on peut le stopper. On peut régler ce genre de problème. Le problème est que, par-dessus tout, c'est l'esprit des gens qui gouvernent ce monde. Et dans le cas du Pakistan, comme vous l'avez présenté plus tôt dans cette présentation, c'est regardez les pauvres de ce monde. Pas seulement au Pakistan, les pauvres en Inde, en Asie du Sud-Est. Vous regardez dans les yeux cette pauvreté en Afrique. Vous voyez des esprits humains qui sont capables de faire n'importe quoi comme n'importe quel être humain sur cette planète. Et vous leur voyez, mais leur manque d'éducation, le manque de connexion, le manque d'infrastructure, c'est comme une prison. On le voit dans leurs yeux. Et ce n'est pas une prison qui les empêche simplement d'avoir les capacités, les qualifications, mais c'est une prison psychologique, c'est une prison spirituelle. Ils ne savent même pas le monde dans lequel ils vivent. Et le monde dans lequel ils vivent est complètement étranger, c'est effrayant même pour eux, ils ne le connaissent pas. Et donc quand il s'agit de poser ces questions de projets que l'on met sur la table ici aujourd'hui, les projets d'éducation pour les pauvres et plus particulièrement au Pakistan ou ailleurs, qu'est-ce qu'on va leur fournir? Le but spirituel est aussi important, peut-être même plus important que le but économique. Et je sais que pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis, il y a eu une grande période dans les années 20, imaginez, c'était le pessimisme absolu aux États-Unis. On a commencé à sortir du pessimisme justement à partir du début des années 30. Pourquoi on a fait face au défi de la guerre et l'espoir de la paix que représentait Roosevelt? Parce qu'il y avait l'optimisme dans la population. Moi, je l'ai vu pendant la période de guerre. Il exprimait l'optimisme, justement. L'optimisme en plein cœur de la guerre. Les gens faisaient des choses qu'ils pensaient impossibles parce qu'ils étaient optimistes et il y avait l'espoir de gagner. Et c'est ça l'éducation, et particulièrement dans les pays pauvres. La base pour la croyance et l'optimisme que nous pouvons faire les choses, que nous pouvons, par la coopération, on peut changer les choses et les rendre différentes. Et moi, c'est ça que je regarde constamment. Et moi, je sais, parce que moi, je travaille à l'international, je travaille avec nombreux de pays en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud-Ouest, en Asie de l'Est, en Europe, partout. J'ai vu partout cette grande possibilité de coopération. Mais quand je regarde les pays pauvres plus particulièrement, comme le Pakistan et l'Inde, il y a beaucoup de pauvres ici. Même s'il y a une tranche de la population qui n'est pas, mais la plupart est pauvre. Donc, ces efforts pour construire la paix d'un monde multipolaire, c'est sortir la majorité de la population de l'extrême pauvreté. C'est ça. C'est ça qui mettra fin au sens, à la culture du désespoir. Et je dois dire rapidement, assez rapidement, mais
Et je dirai bien plus après encore dans les différentes interventions. C'est une cause profonde. C'est une petite partie de ce qui est nécessaire, mais ce sera un exemple avec changer une petite cause peut avoir des grands effets. Et je pense que cet exemple que nous avons créé ici inspirera le reste du monde à faire plus. Donc, si vous êtes en train de nous rejoindre, je vous remercie de participer à la conférence internationale de l'Institut Schiller, qui a pour but d'établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour l'ensemble des nations du monde. Et pour commencer aujourd'hui cette session plénière de la conférence, c'est mon honneur d'introduire, de présenter la présidente de l'Institut Schiller et sa fondatrice, Helga Tsep-Larouche. Je lui donne la parole. Chers participants du monde entier, ce qui nous amène ici aujourd'hui, avec la participation de plus de 60 pays, de plus de 4 continents, c'est que l'existence de l'humanité aujourd'hui est en grand danger et qu'il y a une détresse en chacun d'entre nous. Le but de cette conférence est de réveiller la conscience de toutes les forces sociales à travers le monde, autour de la planète, du danger immédiat de la confrontation stratégique qui est en train d'augmenter, où aujourd'hui il pourrait y avoir un engagement militaire total de l'OTAN contre la Russie, qui mènerait inévitablement à une guerre mondiale et évidemment l'annihilation de l'humanité dans un hiver nucléaire prochain. Donc le but de cette conférence est ainsi de démontrer de la manière la plus puissante possible qu'il existe une alternative accessible immédiatement, un nouveau paradigme qui laissera derrière nous cette menace mortelle et permettra de lancer une nouvelle ère dans l'histoire humaine en cohésion qui est avec la vraie nature de l'être humain et de l'humanité, c'est-à-dire notre capacité de raison. Ce danger d'une guerre à l'échelle internationale n'a pas commencé le 24 février de cette année. Mon mari, malheureusement décédé de Larouche, avait déjà prévu avec prescience en août 1971, après que Nixon ait remplacé le système de taux de change fixe par le système de taux de change flottant en mettant fin aux accords de Bretton Woods, cette politique monétariste, si elle n'était pas corrigée, amènerait inévitablement à un nouveau fascisme et à une nouvelle guerre mondiale. Et c'est exactement là où nous sommes 50 ans plus tard, exactement ce qu'il avait été prévu. Donc le danger de guerre aujourd'hui vient du fait que le système financier néolibéral transatlantique est aujourd'hui au bord d'un effondrement généralisé, hyperinflationniste, et il était déjà de toute façon inévitablement en banqueroute avant la guerre en Ukraine. Et si on veut comprendre les causes de la crise en Ukraine, on doit revenir aux changements historiques qui ont existé avant la désintégration de l'Union soviétique et les tentatives pour établir à l'époque un vrai ordre pacifique international, comme nous l'avions proposé avec ce que nous avions appelé le pont terrestre eurasiatique. Mais ça n'a pas fonctionné. Et un bon point d'entrée, une fenêtre pour avoir une idée de ce qui s'est passé, est un document qui avait été diffusé par le New York Times en mars 1992 et qui est maintenant connu comme la doctrine Wolfowitz, qui était l'idée du projet pour un nouveau siècle américain. Et c'est là, il dit clairement que la mission américaine et le but de la puissance américaine est de rester la seule superpuissance dans un monde post-soviétique et d'empêcher toute puissance militaire d'émerger. Aucune nation ou groupe de nations ne doit émerger pour s'opposer à la suprématie américaine. Et le 8 mars 1992, le New York Times écrit lui-même que ces documents du Pentagone rejettent clairement cette vision d'un internationalisme collectiviste et que la stratégie qui avait émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire des 5 puissances qui avait mis fin à la guerre, elle allait revenir inévitablement si l'on continuait sur ça. Donc la doctrine de Wolfowitz a été la vraie raison, puisqu'on avait promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'1 kilomètre vers l'Est. Et ça avait été promis par le secrétaire d'État James Baker à l'époque, en février 1990. Mais cette promesse n'a pas été tenue. Et la doctrine Wolfowitz
qui est la relation spéciale entre les intérêts anglais et américains, a été la base axiomatique pour un ensemble de politiques néolibérales qui ont commencé par la politique de choc, ce qu'on appelait la thérapie de choc, imposée par le Fonds monétaire international et imposée à la Russie sous forme de réforme libérale dans les années 90 et qui a réduit les capacités de la Russie au niveau scientifique entre 91 et 94 à 30% de sa capacité industrielle. Et ensuite, ça a été la base pour les interventions contre l'Irak, le bombardement de la Yougoslavie, la guerre contre l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'expansion de l'OTAN à l'Est. Et le discours de Poutine à la conférence de Munich en 2007 a été une contestation très importante contre justement ce monde unipolaire qui reste essentiellement, finalement, avec cette définition de lignes rouges, où ne restent pas les lignes rouges qu'impose la Russie aux États-Unis et à l'OTAN, comme on l'a vu le 17 décembre et comme Poutine l'a montré clairement. Le conflit entre le but de maintenir essentiellement un monde multipolaire et l'émergence d'un monde multipolaire qui serait le résultat naturel, en fait, de la croissance économique de la Chine, l'attirance pour l'initiative Une ceinture, une route de plus de 100 pays dans le monde, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et plus récemment, le refus de nombreux pays dans le monde comme l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Afrique du Sud et bien d'autres, d'être jetés dans cette confrontation géopolitique entre l'Occident et la Russie et la Chine. Et c'est ce conflit qui est au cœur, en fait, du danger de guerre présent. Et c'est terrible que nous avions une guerre au milieu de l'Europe. Mais il y a eu des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Yémen, etc. Mais on n'en parle quasiment pas dans les médias. Et si quelqu'un pense à les militaires russes pour arriver à une autre conclusion quand ils ont vu toute la puissance des sanctions qui ont été mises en place, les agissements et les menaces des différents groupes de pensée américains comme la Rand Corporation, qui appelaient ouvertement à détruire l'économie mondiale, l'économie russe, détruire le système Poutine, qui est quand même la plus grande puissance nucléaire sur cette planète. Et après, on dit qu'on veut négocier, justement, comme on l'a vu entre l'Ukraine et la Russie en Turquie. Il y a eu quelques étapes avec un peu d'espoir. On voit les atrocités de la guerre. Il n'y a pas une seule minute de présomption d'innocence. On dit tout de suite que Poutine et les militaires russes sont coupables pour impliquer encore plus de sanctions, encore plus d'expulsions de diplomates et encore plus menacer la Russie de banqueroute totale. Donc cette politique est a pour but ouvertement de changer le régime en Russie et donc d'en faire un paria parmi les nations dans un futur indéfini, en l'excluant du Conseil de sécurité de l'ONU. Même les Nations Unies et le G20 vont être détruites par ces forces en action. Et ça va découpler complètement l'économie et la politique entre l'Ouest, l'Occident et la Russie et la Chine. Et cette politique est déjà en train de dévaster, de créer des conséquences très sérieuses sur l'économie réelle physique au niveau mondial, avec les chaînes d'approvisionnement, avec aujourd'hui qui pourrait avoir plus de 1 milliard de personnes dans le monde qui pourraient être en état de famine. 1 milliard. 1/8 de l'espèce humaine pourrait mourir de faim avant la fin de l'année. Il y a déjà des émeutes de la faim dans des pays au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Le prix des produits alimentaires, de l'énergie, des matières premières est en train de tomber dans l'hyperinflation et la production industrielle de s'arrêter. Des emplois de masse, le chômage de masse se développe, ce qui amène à un potentiel chaos. Donc un nouveau système doit émerger autour de la Chine, de l'initiative Une ceinture, une route, de la Russie, de l'Inde et d'autres. Il y a beaucoup d'institutions stratégiques aujourd'hui qui travaillent ensemble, comme l'Organisation de la coopération de Shanghai, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'Organisation de la coopération islamique, avec cette idée de créer un Sud global, c'est-à-dire la conception d'un monde multipolaire qui est là pour régler les problèmes et qui ne tombe pas dans les dangers de la géopolitique, c'est-à-dire de la confrontation entre deux camps. Et on a besoin d'un changement soudain très important pour organiser cette sortie de chaos.
Et on ne peut pas risquer le conflit parce qu'il n'y aura aucun vainqueur. Et il faut une nouvelle conférence pour la paix qui est inspirée de la tradition du traité de la paix de Westphalie. La reconnaissance que la seule option qui nous reste en main est la négociation de la paix contre les partis de la guerre, qui après 150 ans de guerre religieuse en Europe, après la guerre de 30 ans, la guerre de 30 ans n'était que le sommet de ces guerres religieuses en Europe, et donc plus personne n'était vivant pour fêter la victoire si on avait continué la guerre telle qu'elle était, tellement il y avait de morts. Et si on imagine aujourd'hui que la guerre serait nucléaire, beaucoup de villes disparaîtraient en moins d'une heure et le reste de l'humanité souffrirait de manière de contamination nucléaire jusqu'à ce que toute la vie disparaisse totalement ou quelques survivants chanceux arrivent à survivre dans un chaos où la moitié de l'humanité serait détruite, se serait autodétruite. Donc, il doit y avoir une conférence d'urgence, justement dans l'esprit de cette traité de Westphalie, où au nom de la paix, tous les crimes commis par un côté ou par un autre doivent être pardonnés et oubliés. Et au nom de la paix, toutes les politiques qui doivent être mises en place doivent prendre en compte l'intérêt de l'autre. Il doit y avoir l'intention de créer une nouvelle architecture de sécurité et de développement international qui prend en compte les intérêts sécuritaires de chacune des nations de la planète. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et un nouveau système de crédit doit être créé pour remplacer le système financier actuel en banqueroute, qui est le vrai danger du danger de guerre, qui est la vraie cause du danger de guerre. Et il doit se baser sur les principes originels du système de Bretton Woods, tel qu'avait été l'intention de Franklin Delano Roosevelt et qu'ils n'ont pas pu aboutir malheureusement dû à sa mort précoce. Donc ces principes ont été développés par Lyndon LaRouche en fait dans un document de présentation entre les États-Unis et l'URSS qui avait déjà été publié le 30 mars 1984. Mais malheureusement, l'Union soviétique avait rejeté l'offre du président Reagan de coopérer afin de rendre les armes nucléaires obsolètes par des moyens technologiques qui sont toujours valides aujourd'hui. Et dans ce mémorandum, il était dit à l'époque, article 1, les conditions générales de la paix. Les fondations politiques pour une paix durable doivent être la souveraineté inconditionnelle de toute et de chaque nation, de chaque État-nation du monde. Et 2, B, la coopération entre ces États-nations souverains dans le but de promouvoir les opportunités de développement illimitées pour participer au développement et au progrès technologique pour le bénéfice mutuel de chacun et de tous. Donc, la mesure cruciale pour mettre en place une paix durable aujourd'hui est un changement profond dans les relations politiques, économiques et monétaires entre les puissances dominantes et ceux qui sont relativement subordonnés, en fait, et que l'on considère comme des nations en développement. Et à moins que ces inégalités ne soient pas levées et mettent fin au colonialisme moderne, alors il n'y aura pas de paix durable sur cette planète. Ainsi, comme les États-Unis et l'Union soviétique, ou aujourd'hui la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, doivent reconnaître les progrès de la puissance productive des travail à l'échelle planétaire qui va dans l'intérêt stratégique de chacun, et ces puissances doivent s'accrocher à cela afin de déterminer leur intérêt commun. Ça, c'est le cœur des politiques économiques et pratiques politiques économiques qui sont indispensables pour avoir une paix durable entre des puissances mondiales. L'engagement de s'engager dans l'éradication de la pauvreté au niveau international, comme ça a été très bien montré dans notre rapport de l'Institut Schiller, qui s'appelle « Les nouvelles routes de la soie deviennent le pont terrestre mondial », ou la proposition de la Chine pour une coopération entre l'initiative Une ceinture, une route, le Construire mieux, programme des Build Back Better, programme de développement américain, et le Global Gateway, donc du programme de l'Union européenne, peuvent travailler ensemble dans le but de cette nouvelle architecture de sécurité globale. L'Ukraine, plutôt que d'être la chair à canon dans une confrontation géopolitique, peut être le pont entre l'Europe et les autres nations eurasiatiques. Et à la lumière, justement, et du danger immédiat de futures pandémies, il doit y avoir la construction d'un système de santé moderne dans chacun des pays. Au regard de la famine qui menace, je le répète, plus d'1 milliard de personnes avant la fin de l'année,
et la croissance de la population, les gouvernements doivent prendre des actions d'urgence pour doubler la production alimentaire mondiale et assurer une alimentation saine à chaque être humain. Dans la loi internationale, comme cela avait été développé au moment de la paix et du traité de Westphalie, et comme cela a été défini dans la Charte des Nations Unies, doit être réinstitué sans limite les 5 principes de la coexistence pacifique qui doivent être le guide, la recette pour la coopération entre les nations. La crise existentielle actuelle l'a démontré. L'humanité aura un seul futur en commun ou n'en aura pas. Et on doit mettre dans l'intérêt d'une seule humanité avant tous les intérêts nationaux particuliers. Et ça, chaque nation du monde peut le comprendre et entrer en cohérence, en cohésion avec les intérêts de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est l'expression même de la richesse de la civilisation humaine, qui a bien sûr été présente dans toutes les cultures différentes. On doit mettre de l'avant le dialogue des meilleures traditions de toutes les cultures au niveau mondial, les plus belles créations dans la science, dans l'art, comme démonstration de la créativité unique de l'homme. Et dans ce but, créer une nouvelle renaissance qui commencera une nouvelle ère pour l'humanité. On va repenser la haine, les préjugés contre les autres cultures qui simplement n'existent parce qu'on ne connaît pas cette culture, avec un amour, une tendresse pour l'ensemble de l'humanité, parce que c'est la chose la plus précieuse que nous connaissons dans l'univers aujourd'hui. Merci beaucoup, Helga.